Alors, le marché a tendance à payer des multiples élevés pour cette compagnie, tout en vérifiant ici. Quand vous regardez ici, vous vous rendez compte que c'est une compagnie qui n'a pas de free cash flow, mais elle arrive à payer ce dividende-là. J'en ai déjà parlé plusieurs fois ici. C'est dû à son activité, je comprends. Moi, je suis actionnaire. À un moment donné, il va bien falloir que je vois à peu près la couleur de mon cash. Je comprends le dividende, etc. C'est lié au BFR. Mais voilà, je trouve pas que je ne pourrais pas, je ne serais pas prêt à payer des multiples extraordinaires pour cette compagnie. Rémi Cointreau, pas du tout. Et dépendamment de ce qu'elle fait, elle pourrait avoir un pricing power. D'accord. Ça dépend maintenant, est-ce qu'elle utilise ce pricing power-là? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Donc pour cette compagnie, payer 20 fois les bénéfices, c'est trop gentil. Je dis bien, c'est très, 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 très gentil. Donc, on va également remarquer ici, c'est un business qui est, je veux dire, en termes de prévision, ce n'est pas trop ça. 60% du temps, les analystes ont raison. Après, on pourrait également la regarder du point de vue cash flow opérationnel. Également, c'est très, très laid en termes de cash flow opérationnel. Donc, payer déjà à peu près 20 fois les bénéfices, encore une fois, pour cette compagnie, c'est assez prétentieux. D'accord. Il faudrait vraiment aimer ce business-là. Il faudrait vraiment, voilà, peut-être qu'ils ont une vision ici sur 50 ans. C'est la raison pour laquelle les gens acceptent de payer ce genre de rendement, comment on appelle ça? Ce genre de multiple de valorisation. Et moi, je pense même que ce dividende, il doit être réduit par rapport à ce que l'entreprise rapporte, sauf si elle n'a vraiment pas de dette, mais je ne pense pas que ce soit un dividende qu'on devrait garder pendant très très longtemps. Ok. Donc, je ne suis pas en train de vous dire ici qu'on va le couper. Il pourra avoir les moyens de le payer ici. Attendez. Euh, Rémi Cointreau. Voilà. Ok. Donc, comme on peut le voir ici en termes de croissance des revenus, ce n'est pas trop ça. En termes de marge brute, la marge brute augmente, donc on utilise notre pricing power, c'est une bonne chose. En termes de marge EBITDA, les marges EBITDA également augmentent, c'est une bonne chose. En termes de marge nette, les marges nettes également augmentent. Donc on utilise notre pricing power, mais les volumes ne suivent pas. Parce qu'ici, ça veut dire qu'on vend beaucoup en termes de chiffre d'affaires, mais le volume ne suit pas. Les volumes sont à peu près soit en décroissance, soit à peu près stable. Enfin, je dirais même que s'ils étaient stables, ça allait être bien plus. On allait avoir une ligne droite ici, mais ils sont plutôt en décroissance ici. Ok, donc peut-être qu'on a atteint une limite par rapport à notre pricing power. Mais on en a un. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce business. Mais le problème, c'est que en termes de cash flow opérationnel, alors on ne peut pas parler de free cash flow. Donc je prends ça, cash flow opérationnel, dividende, voilà. Alors, je prends ceci. Et je vais additionner, hein. On va le faire comme ça. Donc, je vais le prendre sur les dernières années, en cumulatif, sur les 10 dernières années. Dividende également en cumulatif, sur les 10 dernières années. Je les mets sur le même graphique. On a rapporté sur les 10 dernières années 1 milliard 140 millions au total. On a dépensé 577 millions pour le dividende. D'accord? En supplément de ça, si on prend le CAPEX, qui est aux alentours ici de 80 millions sur la dernière année, qui on cumule également dans le temps, vous remarquez ici que quand on fait ce montant moins celui-ci, d'accord? Je vais vous le montrer. 1140 moins 512, disons 513, il reste 627. Moins 578 qu'on a payé pour le dividende, il reste à peu près 49 millions. Et ce 49 millions va servir à acheter les actions. Va servir soit à acheter les actions, soit à rembourser la dette. Donc on dépense énormément en termes de dividendes pour le CAPEX qu'on a pour cette compagnie. Et donc il faut faire attention. Il faut faire attention. Et quand on regarde même cette compagnie du point de vue free cash flow, donc free cash flow ici c'est le cash flow opérationnel moins le CAPEX, en moyenne, je dis bien en moyenne, c'est une entreprise qui rapporte à peu près 73 millions. 73 millions par an. Et dans ce 73 millions, en termes de free cash flow, hein, on pourrait même dire 77 millions. Si on prend les 5 dernières années, voilà, prenons les 20 dernières années parce que c'est tellement en dents de scie que ça fait mal à la tête. Donc, si on prend, ça donne à peu près 78 millions ici. Et donc, si on va regarder cette compagnie du point de vue dette, c'est ce qu'on pourrait rapporter ici pour rembourser cette dette-là. Quand on regarde ici, la dette est à peu près de 649, donc on peut la rembourser en moins de 10 ans avec les free cash flow moyens qu'on rapporte ici. OK? Mais si on va regarder les bénéfices nets de cette compagnie
en moyenne également, sur la même période. Okay? Je prends une médiane ici. On avait pris les 20 dernières années, c'est 105 millions. Donc on a une trentaine de millions qui se perdent ici en BFR. Donc le marché, si on doit payer par rapport au price to free cash flow par exemple, vous allez voir qu'on aura des multiples valorisations très très élevées. Voilà, tu vois, c'est très laid à voir. En plus, c'est pour ça que j'aime bien utiliser la médiane. Donc la médiane ici, on est à 85 fois les free cash flow. Or, on sait que ces free cash flow sont extrêmement dépréciés par rapport au BFR. OK? Donc, normalement, c'est une entreprise qui devrait rapporter à peu près le même niveau de bénéfices nets. En termes de free cash flow, elle devrait rapporter l'équivalent des bénéfices nets ici. Et donc, en la prenant ici du point de vue bénéfices nets, on sait qu'on est déjà assez optimiste parce qu'elle n'a vraiment pas ces free cash flow-là. Mais comme je l'ai dit, c'est dû à la nature de l'activité de cette compagnie. Dès que si on additionne ici les free cash flow en question, si on doit voir, je vais les additionner sur une longue période en cumulatif. Rappelez-vous, en termes de bénéfices nets, on avait eu à peu près 1 milliard et poussière. Et ici, 1 milliard 140 millions par là. Et donc, si on prend les 20 dernières années, c'est 1 milliard 270. Donc, malgré ce BFR, on arrive quand même à récupérer une grosse partie des free cash flow de temps en temps. D'accord? Donc, certaines années, on a des free cash flow bien plus élevés que les net income. Et ça peut se voir ici. D'accord? Vous avez des années ici où on rapporte énormément. Par exemple, mettons-nous à ce niveau, free cash flow, voilà, disons 2021, allons-y regarder, parce que c'est le cas. Non, presque la même chose. Alors, si on doit regarder ailleurs, 2021, 2018, qu'est-ce qu'on a? Surtout que ça, c'est ajusté en fait. Alors, ça prend déjà en considération une normalisation des free cash flow. Donc, si je les mets ici en dilute, voilà, donc j'aurai à peu près une autre information ici. So, on va se dire que sur les dernières années, ça nous permet également de voir l'accélération de la dépense en capital sur les dernières années. Si je prends ceci en cumulatif, c'est ce graphique-ci que je cherche. Je vais les mettre où? Voilà, on va les mettre en cumulatif. Voilà, on va les mettre sur le même graphique. Oh, qu'est-ce que je racontais? C'est très très différent. Alors, la dernière fois, j'avais comparé les operating cash flow. Excusez-moi, c'est moi qui fais une erreur. Regardez ceci. Sur les 20 dernières années, c'est 2 milliards 280 en termes de bénéfices nets. Or, on a encaissé 1 milliard 270 en termes de cash flow, de free cash flow. Il y a 1 milliard de différence. Le 1 milliard, c'est pas comme si on l'a jeté à la poubelle, il a été investi dans le business. Mais on investit à peu près pour récupérer la même somme, pour à peu près récupérer plus que ça dans le futur, n'est-ce pas? Donc, tôt ou tard, on devrait avoir l'équivalent des bénéfices nets. Alors, est-ce que ça s'est arrangé sur les 10 dernières années? Non. Sur les 5 dernières années? Non plus. Sur les 3 dernières années? Pas du tout. Donc, elle a tendance à avoir des free cash flow moins élevés que ses bénéfices nets. Et comme je l'ai dit, c'est dû à la nature de son activité. Mais nous, nous sommes des investisseurs à la fin de la journée. Et c'est avec le free cash flow qu'on paye le dividende. C'est avec le free cash flow qu'on rembourse la dette. C'est avec le free cash flow ici qu'on rachète les actions. Et donc, payer 20 fois les bénéfices, c'est déjà assez gentil pour cette compagnie. D'accord? Et donc, si on se situe à ce niveau-là, on me demande de payer en date d'aujourd'hui 60 euros. Une entreprise qui pourrait me reverser 4,10 euros d'ici 2027. Ça donne 6,83% de rendement par rapport aux bénéfices nets. On s'entend. Par rapport aux attentes des analystes, il y a 6 mois, on était à 4,25 € pour 2026. Aujourd'hui, c'est 3,58 €. Il y a 6 mois, on était à 4,91 € pour 2027. Aujourd'hui, c'est 4,10 €. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans ce business-ci. Vous connaissez à peu près la situation avec la Chine, etc. Elle est peut-être plus exposée que d'autres entités ici. Alors, comment est-ce qu'elle va faire pour s'en sortir? Surtout que la Chine représente quel pourcentage dans son chiffre d'affaires ici? Ça ne veut pas forcément dire on a imposé des tarifs douaniers ici. Ça ne veut pas forcément dire ici qu'il n'y aura pas de demande derrière. Il y a des gens qui seront prêts à payer bien plus cher parce qu'ils aiment du Rémi Cointreau. D'accord? Donc, ce n'est pas la fin du business. Maintenant, pour vous, en tant qu'investisseur, ce qui vous intéresse avant tout, c'est est-ce que l'entreprise a les moyens de payer ce dividende? Comme on l'a vu en début, oui, elle a les moyens de payer ce dividende-là. En date d'aujourd'hui, est-ce que le prix est intéressant? On va se dire que c'est correct. Pour moi, c'est là. Voilà. Est-ce qu'on surpaye à partir de ce niveau-ci? Je dirais que non. Si les attentes s'améliorent, tant mieux. Enfin, si on a des attentes de plus en plus optimistes, ok. On pourra avoir un bon deal.
Mais sinon, aujourd'hui, on ne surpaye pas du tout. Et après, vous avez le droit d'être un peu plus prudent que ça. Comme je l'ai dit tantôt, moi, si je devais la regarder du point de vue free cash flow, j'aurais tendance à être un peu plus... Voilà, j'aurais tendance à être un peu plus strict ici. Mais comme je le vois ici, de temps en temps, elle a eu les moyens de payer ce free cash flow-là dans le temps, ces dividendes-là dans le temps avec les free cash flow. On l'a déjà vu, on l'a vérifié tantôt. D'accord, en prenant en considération les free cash flow cumulés, d'accord, moins le dividende versé, on arrive à peu près à avoir ce calcul-là. Donc, à peu près, on a tendance à payer la majeure partie de ce qu'on gagne ici en dividende. C'est ça mon problème avec la compagnie. Donc, il ne nous reste pas assez pour rembourser la dette ou bien pour acheter des actions. En tout cas, donc en termes de mise à jour ici, on sera à peu près à, comme je l'ai dit, 422 euros. 422 euros moins la dette nette en date d'aujourd'hui. On a combien? 422 moins, voilà, 422 moins 12. Donc après, on sera à peu près à 70. Et donc, je viens dans ma watchlist, ici. Avant, c'était 77. Je la mettrai à 70. Et je ferai la mise à jour, comme quoi ça a été fait aujourd'hui. C'est as today. Et voilà, c'est fait. Donc, la watchlist est en description de la vidéo. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez passer par la page ici Instagram, m'envoyer un message en direct, un message en privé ici. Et si Rémi Cointreau vous intéresse, lisez vos rapports financiers avant d'y investir. Si vous ne savez pas comment lire les rapports financiers, apprenez à le faire ou achetez un ETF. Quand on veut faire du stock picking, il faut le faire sérieusement. Et je me réserve, comme d'habitude, le droit de me tromper. Ceci n'est qu'une analyse quantitative. Merci, au revoir.